Bonjour. Alors, j'ai le plaisir de modérer cette table ronde extrêmement haute en couleur aujourd'hui, cet après-midi. Je suis entourée par 3 créateurs, j'ai envie de dire, plus qu'artistes. C'est beaucoup plus vaste comme mot, je pense, qui sont rassemblés par André-Pierre Sirène et qui, m'a-t-il dit, lorsque nous avons préparé un peu, étaient rassemblés principalement, si j'ai bien compris, pour le caractère transgressif de leur pratique par rapport à la tradition de leur métier à chacun, principalement. Quand on parle de métier, peut-être plus en reliure et en photographie, mais néanmoins, voilà. Et je crois que pour les 3, il y a un rapport assez complexe qui va perturber nos habitudes de représentation et la question aussi assez fondamentale en art du lien entre la forme et le fond. Et on peut, en regardant ou en écoutant chacun d'eux, peut-être avoir à l'esprit une question très simple et très fondamentale qui court à travers les siècles, qui s'appelait le paragone à l'époque de Léonard, mais qui a été réactualisé au fil des siècles. C'est cette concurrence qui a été souvent évaluée ou sous-pesée entre les différents modes de représentation, la représentation iconique, l'image, et la représentation textuelle, le mot, le langage. Et donc pour chacun des 3, bien que leurs horizons, leur source de formation soit éloignée, chacun des 3 va aborder non pas, je crois, non pas le texte en soi, l'image en soi ou la forme pour l'artiste en soi, mais plutôt questionner notre rapport à nous, spectateurs, visiteurs, avec chacun des systèmes de représentation qui sont à l'œuvre dans la reliure, dans la photographie et dans l'art, bien évidemment, encore plus. Et donc le livre aussi comme une machine à organiser le savoir, les liens entre le texte et l'image. Alors, nous allons commencer avec François Brindeau. François, vous êtes donc le relieur que nous connaissons et pour qui la reliure finalement va franchir un certain nombre de limites dans votre travail qui ne sont peut-être pas des limites matériologiques, mais beaucoup plus, à mon sens, des limites conceptuelles. C'est-à-dire que vous allez vous attacher à des approches abstraites de la reliure, comme par exemple comment la lettre peut faire motif et devenir image, comment un livre est aussi un produit abstrait que l'on va arriver à rendre visible à travers sa reliure, par exemple. Mais vous allez également moderniser toute cette question du beau métier à travers des techniques qui sont, par exemple, la découpe au laser ou des matériaux qui ne seront pas les matériaux traditionnels de la reliure, bien sûr. Et je crois que pour cet après-midi, vous avez souhaité vraiment une interaction très forte avec la salle. Donc là, il va falloir que vous vous sentiez très concerné et très autorisé à poser toutes vos questions à François. Donc je vous laisse un moment pour présenter tout ça. Il va falloir que je me détende d'abord. Tout d'abord, merci à l'ENSIB de m'avoir convié. Et merci aussi à toi, André-Pierre. Mais peut-être vas-tu le regretter, parce que je ne sais pas. J'ai besoin de me sentir à l'aise. Je crois que ça va venir. C'est comme ma première exposition personnelle que j'ai faite à l'école Estienne. J'ai besoin de conquérir des territoires. D'ailleurs, elle s'appelait Parcours de territoire. C'est ma première exposition au sein de l'école Estienne. Donc j'ai besoin de me sentir bien, parce que je ne suis pas coutumier de parler devant un aéropage de grands spécialistes, en tout cas du livre et de la restauration, pas de la restauration, mais de la conservation. Et vraiment, je sais que l'ENSIB est une école importante et je vais essayer d'avoir des propos cohérents. Mon parcours, très brièvement, je suis un enfant de l'école Estienne. Je le dis, c'est ma deuxième vie, jusqu'à 17 ans, à peu près, jusqu'à 17 ans. À partir de 17 ans, j'ai changé de vie. Pour moi, ma maison, c'est l'école Estienne. Donc,
je suis rentré et j'ai fait des études de communication graphique, on appelait ça du graphisme, et j'étais en parallèle avec un métier d'art. J'étais en atelier d'art du livre, ce qu'on appelle maintenant l'art du livre, on appelait ça avant, en 1971, reliure manuelle. Vous comprenez maintenant pourquoi j'ai envie de dépoussiérer quand même tout cela, et cependant, il y a un socle ô combien incontournable, qui est celui de la technique. Je suis aussi un artisan, c'est pas un gros mot. Je suis un créateur aussi, je le revendique, mais j'ai eu besoin de faire mes gammes en reliure. C'est important dans beaucoup de métiers d'art d'ailleurs, de bâtir la pyramide à l'endroit. C'est-à-dire qu'il faut faire ses gammes comme un musicien, travailler jusqu'à oublier la technique. Laquelle technique se mettra au service du créatif. C'est ce qui s'est passé chez moi. Je vous inviterai après à ce qu'on dialogue ensemble, que nous puissions parler. J'ai envie de montrer, de vous faire voir ma démarche, le travail que je fais, passionné par la typographie, passionné par les matières et passionné par l'essentiel, c'est-à-dire l'élémentaire, la substantifique moelle, si je puis me permettre modestement. Et j'ai envie de vous montrer un premier livre qu'un de mes amis, Didier Moutel, graveur, lauréat de la Villa Médicis il y a quelques années. C'est un ancien élève de l'école Estienne qui a fait l'ENSAD et qui a fait l'IRHT et qui est installé maintenant, qui est à Paris et en province également. Et il a fait ce livre, il a édité ce livre, et j'ai envie de vous montrer d'abord son travail pour que vous puissiez voir ce que j'en ai fait. C'est The Metamorphosis en anglais, en 3 tomes. Voilà comment démarre. Je pense qu'il y a une photo, voilà, un premier. La métamorphose, elle est également typographique chez Didier Moutel qui a créé ce caractère. Ne me demandez pas comment il l'a appelé, je me souviens pas, très sincèrement, mais par contre, vous allez voir la progression de son travail sur ces 3 tomes, et après, vous verrez ce que j'en ai fait. Voilà. J'avais, sur les conseils d'André Pierre, cette envie, j'avais complètement dit OK pour voir un petit peu comment ça se construit, ça. Et voilà, ça c'est le titre normalement. Alors, il a son alphabet, pas son alphabet, sa typo, son caractère a démarré ainsi. Des lignes droites comme ça, qui sont déjà, je trouve que même de manière abstraite, harmonieusement positionnées. On peut passer à la deuxième. Voilà, ça commence à se construire, à se sentir. Je trouve ça là aussi, on est dans l'essentiel. Et le troisième, voilà, c'est Kafka, The Metamorphosis. Je trouve ça absolument extraordinaire. Je ne sais pas, notre ami qui s'intéresse, le voilà là. S'il voit ce travail typographique, je le trouve assez fantastique. Alors voilà, le pavé typo est ainsi pour démarrer. Apparemment illisible, mais il va se construire au 2e tome et au 3e. Voilà. C'est encore très lisible et vraiment parfaitement, vraiment esthétique. Alors ensuite, il y a quelques passages de mise. Ah oui, alors là, je ne sais pas si on voit. C'est dommage. Mais enfin, c'est intéressant quand même. Ouais, c'est très très peu visible. Alors, on peut continuer. Là, c'est son travail en même temps d'illustration, parce qu'il est graveur. Il était à l'atelier de gravure également. Quand il était à l'école Estienne, c'était la gravure, son atelier. On peut passer. Et voilà, un détail. Alors voilà un peu le travail. Ça, c'est le titre, la première de couve, comme on dit, hein, ou le premier plat, comme on dit en reliure. Hein. Donc, là-dessus, bien sûr, il m'a tracé le chemin. J'ai voulu travailler sur cette illisibilité du premier tome, sur cette métamorphose, justement, du 2e, et la finalité, c'est une lisibilité totale. Pardonnez-moi, je pensais que c'était
pardon André-Pierre, je croyais que c'était le matériel qui n'était pas performant, c'est nos photos qui ne le sont pas, parce que c'est un peu trop sombre, on ne voit pas assez, il n'y a pas eu de gros plan sur... ben voilà, là effectivement, moi je me suis amusé avec une typo à faire, à travailler sur la tomaison. Et voilà, des détails. Ça, c'est un cuir, vous voyez, au départ, c'est un matériau qui est, j'allais dire, profondément ennuyeux dans son très uni. Et c'est ce que j'appelle du ponçage de réserve. C'est-à-dire, le cuir est pareil à une épaisseur. Et la forme est derrière, découpée avec de la carte, et après poncée avec différentes grosseurs de papier de verre. Alors voilà, ce travail, bon, là, on est les 3 livres réunis. Et ensuite, voilà, je repars sur la visibilité des deux plats, le premier et le second, ou la première de couve et la quatrième. Voilà. Voilà, là on commence à... Oui, voilà, c'est ça. Voilà, on voit un tout petit peu la typo sur le plat à droite. Voilà, l'autre. C'est fini là, non ? Voilà, c'est ça. On arrive à lire The Metamorphosis. Voilà pour ce livre, je crois. Hein. Alors, on va passer à... Alors, je voulais vous donner les renseignements suivants. C'est des illustrations de Didier Mutel, et c'est un livre de 1996, et c'est un exemplaire, pardonnez-moi, sur Vélin d'Arche, numéro 6 de 60. Ensuite, il y a un livre qui s'appelle Abécéda. Voilà, alors là, bon, effectivement, c'est le boitage, puisque je voulais quand même ajouter, je suis relieur, je ne suis pas plasticien. Je pourrais me considérer comme designer d'objets. Oui, ça oui, ô combien. Donc, non sans création, ça, c'est évident. Mais je ne suis pas plasticien. Je suis beaucoup plus graphiste. Et en fait, notre rôle, nous, en tant que relieurs aussi, c'est quand même de protéger. Hein. Même si toutes les créations impossibles et inimaginables peuvent exister, mais il faut protéger l'ouvrage, déjà pour faire plaisir au bibliophile, qui ne va pas voir son livre se détériorer dans les 2 ans ou dans l'année qui suit. Il vaut mieux protéger, qui de la lumière, qui du frottement. Alors voilà, c'est un livre là qui s'appelle Abécéda de Vítězslav Niezval. C'est un abécédaire composé par Mika Mangarova. C'était fait à Prague, et c'est les éditions J. Otto de 1926. Ce sont des photomontages de Carla Tiguero, et c'est une édition originale. Et la typo, en l'occurrence, alors que je vous explique, parce que vous ne verrez pas le contenu de tous les livres, c'est elle seule pour Métamorphosis. C'est un abécédaire qui cohabite avec le corps. Le corps cohabite avec la typo. Chaque lettre, dans chaque lettre, il s'inscrit un positionnement du corps. Voilà. Et donc, j'ai trouvé, en l'occurrence pour ce cas, j'ai trouvé qu'il y avait une belle corrélation avec le mouvement sur cette typographie d'Alessandrini de 1982. On peut continuer sur ce livre. C'est fini. Très bien. Alors ensuite, c'est un livre de Robert Barry, un artiste contemporain également, qui s'appelle Going Through. Ah non, si, c'est ça, pardonnez-moi. Vous verrez, parce que ça, c'est mes documents, des documents perso, où il y a un ensemble, y compris le conditionnement, c'est-à-dire le boitage et tout, quoi, pour justement avoir le maximum de renseignements. Voilà. Ça, c'est une. Alors là, j'emploie la défonce laser et la gravure laser aussi. Donc je vous passe la matière. Mais ce qui m'intéressait, c'est d'être de connivence avec le contenu du livre. Il ne s'agit pas de raconter le livre, puisque si vous pouviez voir le livre, vous auriez dit non, c'est pas ça. Mais à la fois, c'est en connivence, toujours chez moi. Et toujours avec un plaisir renouvelé pour la typographie. Bien sûr, l'éditeur, c'est Alain Buys, très très connu dans l'art contemporain.
énormément, à Lille. Absolument. Et c'est une édition de 95, c'est une édition originale, c'est l'exemplaire numéro 1. Alors, bien sûr, c'est frustrant parce qu'on ne voit pas, il est aussi sur calque, sur alpha de couleur. C'est fort intéressant et c'est de la sérigraphie, puisque Alain Duy, c'est un sérigraphe en même temps. Un autre, un vraiment très très beau livre. C'est le deuxième livre d'ailleurs pour tout. Je vous dis tout en ce qui concerne la BNF, puisque la BNF est un de mes clients. Et Vítězslav Nezval, c'était la BNF également. Et celui-ci, c'est également la BNF, et c'est un livre absolument... Il y a des livres qu'on aimerait bien voler. Celui-ci, j'aurais bien voulu. Il est sublime. Ce sont des bois de Hans Arp, ou de Jean Arp. Et voilà un peu mon travail sur ce... Alors, pardon, voilà, c'est très dommage. Peut-être celle d'avant était plus à voir. Non. Je pensais qu'on aurait vu, alors que là, on voit très très bien. Voilà, on arrive à voir un peu le travail. Ce sont des formes en relief qui sont biseautées sur le dos, parce que la géographie du livre ne peut pas supporter des épaisseurs sur le mort, pour qui connaît la reliure. Donc, il faut les biseauter. Et ça, c'est des problèmes techniques dont je ne vous embêterai pas, sauf que si j'ai des questions après par des gens qui s'y intéressent. Mais le propos est surtout d'apprécier, ou de ne pas apprécier, un travail qui est vraiment habité, en tout cas, je peux vous l'assurer. C'est un texte de Tristan Tzara qui s'appelle Cinéma calendrier du cœur abstrait, Maison. C'est l'édition originale. Voilà ce que je peux vous dire. Et c'est aux éditions Au Sans Pareil, en 1920. Un autre livre, très joli livre, de Marguerite Yourcenar, qui s'appelle Mishima, ou la vision du vide. C'est une très très belle analyse, parce qu'elle n'a jamais compris pourquoi il s'était fait seppuku, hein, c'est-à-dire harakiri. Et j'ai beaucoup aimé ce livre. Pour moi, c'est l'image de l'acte de seppuku, pour moi. Le livre a été découpé au laser également. Je vous passe les détails techniques, hein. Mais ce qui est intéressant, c'est peut-être d'apprécier l'approche compositionnelle, avec un travail sur la typo aussi, sur son positionnement. Justement, c'est une mise en abîme en même temps, et j'ai pensé que j'étais sur le bibliophile en était satisfait. Donc, moi, ça me rassure aussi. Un autre, un livre d'Alberto Moravia, Moi et lui. C'est une histoire, peut-être l'avez-vous lu, mais le thème est un peu spécial. C'est une histoire entre sa tête et son sexe. Parce que son sexe n'obéit jamais à sa tête. C'est un livre conséquent, de petit format, mais avec une glose de 350 pages à peu près, et fort intéressant, entre parenthèses, parce que Moravia est un grand auteur. Et c'est un... Alors pour moi, le rapport au X, c'était plutôt parce qu'il démarre le livre comme si c'était un travelling avec une femme, et il ne résiste pas à ses émotions, et c'est là qu'il commence le livre. Et on parle de cinéma, et là on est dans le X, certes, mais il y a un jeu typographique, si vous le voyez, qui s'inscrit avec moi et lui. Alors l'esperluette, ça s'appelle une esperluette, ce qu'il y a au centre, voilà, avec le point sur la garde volante, à chaque fois, sur le i, très très pur, très élémentaire, mais voilà comment j'ai senti cet ouvrage. Ensuite, il y a un autre livre. Je suis dans le temps, cher. Merci. Un très beau livre. D'ailleurs, si vous avez envie de le voir, je l'ai amené à la fin. Je serais ravi de vous montrer la reliure. J'ai amené cette reliure, qui est de 2016. Alors, ça s'appelle Pyrococo 1 égale 30 degrés. Et je vous passe, vous avez lu voilà, le titre, avec un très joli texte qui vient de Guy Vic, qui s'appelle Plan.
Et voilà, c'est un très bel exemplaire avec suite. C'est une sérigraphie. Le montage étant Leporello pour les in-text, les illustrations à l'intérieur, mais il y a aussi, vous verrez, il y a les suites qui ne sont, elles, pas pliées et qui font 2,50 m. C'est un ouvrage qui fait 2,50 m de long. Les éditions de la Canopée, à Kergolère en Languidic, et c'est de 2012. Et il y a une suite à part, comme je vous l'expliquais. Et là, il y avait un petit coucou quand même aux formes de Morellet, tout en ayant, vous verrez, il n'est pas possible d'en monter une, non? Si? Merci. Bon, ça c'est plutôt en montant encore, plus récemment. Voilà. Les positionnements typographiques, vous remarquerez que contrairement à la majorité de mes collègues, mais je ne suis pas le seul, mais quand même presque, à travailler, à considérer que la typo n'est pas quelque chose qu'il faut rajouter au dernier moment. Ce qui me paraît tellement élémentaire, c'est que la typo s'inscrive dans le champ compositionnel du livre. C'est toute la différence, et que vous pouvez voir effectivement sur la précédente, où la typo s'inscrit vraiment dans le champ, plutôt que de mettre, comme on mettait avant, au premier tiers supérieur du dos, sans distinction. Voilà. Je suis pas en train de je suis pas en train de dire que les reliures anciennes c'est pas bien, hein, c'est pas ça. C'est-à-dire que le champ contemporain, il doit être abordé réellement de manière différente. Voilà. Mais j'aime les reliures du 14e, j'aime les cabochons, j'aime tout ça, vraiment. Voilà, un autre livre. Combien ? Très bien, je vais faire très vite pour les deux et après, voilà. Il y a cet exemplaire-là qui est bien connu. C'est La fin du monde filmé par l'ange Notre-Dame. J'ai un vide là. C'est Zara, non ? Non, c'est Sandra, c'est Blaise Sandra, pardonnez-moi. Et par contre, c'est les lithos qui sont de Fernand Léger. Et c'est aux éditions de La Sirène. C'est un travail typographique. Voilà. Il y a alors le livre à la fois est perforé par une gravure, pas une gravure, mais une perforation laser, ce qu'on peut voir à la suite. Voilà, là, on le voit un peu de profil pour voir le champ du livre, pour voir la perforation laser. Et ensuite, voilà, le livre est fait ainsi. C'est un vrai, pour les connaisseurs de ce livre, ce n'est malheureusement pas les 20-30 premiers exemplaires. C'est l'exemplaire de passe, on dit, ou de collaborateur. Hein, et il est de 1919. Ensuite, un Houellebecq. Tiens, il sera passé par là, lui, et je dois vous avouer que j'ai beaucoup de bibliophiles qui collectionnent Houellebecq. Et voilà, c'est un travail typographique là aussi, vous allez voir. Voilà. Voilà, c'est une perforation là aussi au laser. Alors il est habité, décorativement parlant, sur tout son, à l'intérieur et à l'extérieur, sur les contre-gardes et les gardes volantes et sur les plats. J'ai des centaines d'autres photos, mais je sais que mes amis s'impatientent et. On n'a rien dit. Hein. Non. Et si vous voulez, on peut commencer à parler. J'ai à peu près 8 minutes pour parler si vous avez des questions. Autrement, ça sera à la fin comme tout le monde. On peut prendre quelques questions à chaud, ça serait pas mal. Hein. Est-ce qu'on m'entend ? Oui, j'en ai une. Vous avez dit à un moment, voilà comment j'ai senti cet ouvrage. Est-ce qu'il vous est arrivé, parmi les propositions que vous avez faites, de vous révéler incapable de mettre en reliure d'art un ouvrage ? Oui, évidemment. Parfois, j'ai séché, bien sûr. Alors là, déjà, quand on a ces blocages-là, il faut laisser le livre. J'ai cette chance d'avoir 2, 3, voire 4 ans parfois d'avance. Donc, on le laisse, on l'oublie et on travaille sur d'autres possibles qui ont déjà peut-être été refaits, comme on dit. Hein. On a déjà fait des esquisses et tout, et je vais avancer.
parce que c'est vrai qu'il y a des blocages. Parfois, il y a des auteurs, ou parfois, souvent, moi j'ai souvent des livres illustrés. Donc c'est pas facile parce qu'on arrive à la dernière roue du carrosse. Il ne s'agit pas de faire du sous-Morlaix, il ne s'agit pas de faire du sous-Braque, du sous-Matisse, vous voyez, voilà. Il s'agit de faire du moi-même et sans trahir trop, si possible, avec de toute façon justifier constamment ses choix. Parce que le bibliophile, la première question, quand il va réceptionner le livre, il va demander pourquoi. C'est la première question. Il vaut mieux arriver chez le bibliophile, pas les yeux sur ses chaussures, hein, plutôt la ligne bleue des Vosges. Vaut mieux. Je crois qu'il y en a une autre. Oui, merci François. Tu disais que tu fais plutôt du design d'objets, mais qu'en même temps il faut protéger. Alors comment est-ce que tu concilies ces deux aspects de la reliure? Ben, je les concilie. Je me sens très très bien parce que je suis un relieur et je suis aussi un artisan et je suis aussi quelqu'un qui est très matérialiste de la préservation de l'objet lui-même. C'est-à-dire que c'est vrai. Bon, je vais faire court, mais j'ai un ancien de mes étudiants qui a créé quelque chose de magnifique. Des plats en plexi, ça oblige à avoir une technique spécifique. Mais des plats en plexi anti-UV. Et ça nécessitait d'avoir des reliures à l'extrême oriental avec les perforations du dos qui s'avancent. Et il avait des sortes de fiches qui mettaient dans 2 plaques d'altuglace. C'était absolument magnifique parce qu'en plus ça créait un objet qui était à la lumière pour le coup. J'ai choisi dans mon job d'être encore un relieur, en tout cas, qui travaille sur une structure qui s'appelle les 5 ficelles. Je peux pas, j'ai du plaisir, et je vais vous dire que j'ai même du plaisir parfois à des bibliophiles énormes, très très importants. Je leur dis, tu pourrais pas me donner un janséniste à faire, je voudrais me reposer. Parce que j'aime aussi le faire. Un janséniste, c'est absolument sublime quand c'est bien fait, je vous assure. Alors ça me fait des vacances, ça, je lui dis. Voilà, petit détail, petite incartade comme ça. Mais voilà comment je me sens à l'aise de protéger ce livre. D'abord, c'est la demande du bibliophile qui fait que, là, pour le coup, j'obtempère. Et j'ai cette chance inouïe que tous les bibliophiles, qu'ils soient des plus grands ou plus modestes, ne me demandent pas de maquette, de quoi que ce soit. Ils arrivent et ils ont un travail tout fait. Enfin, tout fait, un travail qui vient sous leurs yeux comme ça. Et c'est vrai que c'est un peu, comme on dirait, flippant quand même. Parce que vous gardez 1 an, 2 ans. Alors oui, il en est mon livre. Il est en cours. Et puis après, il arrive. Comme dirait l'humoriste, il n'a pas le choix, il n'a que l'embarras. Et c'est bien souvent, ça marche. C'est bien ça. Oui. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a encore une dernière question? Oui, mais enfin, vous avez en partie répondu parce que c'était la relation avec le bibliophile, justement. Est-ce qu'il y avait une négociation? Est-ce qu'il y a, je sais pas, une sorte de proposition de sa part? Ou est-ce que, enfin, comment vous fonctionnez, quoi? J'ai l'impression plutôt que c'est le geste artistique qui est là dominé. Mais voilà. J'ai fonctionné. Oui, la question, c'est la vraie, celle-là, mais vous allez savoir très vite comment ça se passe. Quand j'ai démarré, vous vous doutez bien que les bibliophiles, ils ont envie de savoir, faites-moi une petite maquette. Ça fait 41 ans que je suis indépendant. Et effectivement, j'ai vécu ça. J'ai eu de la chance, pas très longtemps, 5-6 ans. Et après, dès qu'on a un peu de bouteille et que la confiance est acquise, ça passe parce que ça se fait comme ça. À part quelques livres énormes, rarement, qui sont très très rares, ou des fois un petit ref, mais j'ai jamais été embêté. Je dois dire, c'est pas embêté d'ailleurs, parce que ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que les rapports bibliophiles-relieurs sont souvent des rapports assez rapidement de connivence et d'amitié, très très rapidement. Vraiment, c'est très... Parce que bien souvent, c'est pas lui qui vient à l'atelier. Quand il est curieux, plus que de normal, il vient à l'atelier. Et j'en suis ravi. Mais bien souvent, c'est moi qui vais. Et je vous passe les lieux de résidence. Et ça se passe très très bien. Et voilà quoi.
C'est sans problème. Le problème, c'est pour moi. Parce que comme je ne peux pas savoir comment il va complètement réagir, je peux voir aussi quand je vais chez lui de quelle manière, comment il vit, qu'est-ce qu'il a comme toile, qu'est-ce qu'il a comme sculpture, qu'est-ce qu'il a comme... Parce que c'est bien souvent ce qu'il faut que vous sachiez, un bibliophile, un grand bibliophile, c'est pas qu'un collectionneur de livres. C'est un collectionneur... Je vais en citer qu'un avec qui j'ai travaillé 25 ans pratiquement, c'est Daniel Philippaki. Bon, par exemple, Daniel Philippaki était un fou de surréalisme, mais total. Mais il y avait les Max Ernst et tout ça, c'était au mur. Hein, voilà, enfin je passe. Ou les Soulages, ou les Dubuffet, vous voyez, voilà. Non, ça se passe bien souvent. C'est une belle histoire. C'est pas un métier facile, parce que contrairement à j'allais dire, je vais peut-être dire une bêtise, mais à d'autres jobs où j'ai failli être publicitaire avant, puisque j'étais pubard de formation, entre autres, et je voyais mes copains qui se faisaient beaucoup d'argent. J'ai été dérouté très très vite pour faire le métier, parce qu'un grand relieur est mort, qui s'appelait René Desmules. Il me dit, Brindo, faut que tu viennes, il y a du boulot, c'est chouette et tout. Il s'appelait Jean Knoll, celui qui m'a poussé à aller, ainsi que Renaud Vernier, qui est connu quand même dans la profession, puisque j'y ai travaillé 6 mois avant de m'installer. Ils m'ont dit, il faut que tu viennes, on a besoin de toi, parce que j'ai été, ce qu'il faut que vous sachiez, j'ai été façonnier pour les grands relieurs de l'époque, tels que Monique Mathieu, tels que Georges Leroux, tels que Jean de Gonnet, vous voyez, tels que Michel Richard, des gens comme ça, j'ai bossé. Celui avec qui je suis resté le plus longtemps, c'était Georges Leroux, pendant 20 ans. Mais en parallèle, vous vous doutez bien, je faisais mes propres reliures. Voilà, j'espère que j'ai répondu. Je voulais savoir si vous avez déjà refusé de travailler pour un livre, enfin de façonner un livre, parce que vous n'étiez pas en connivence avec le travail. Oui, très rapidement. 2 fois, j'ai refusé Mein Kampf. Dont une avec de la peau humaine. Ouais. Merci. Est-ce que on va enchaîner peut-être Merci beaucoup. Nous aurons sans doute d'autres raisons de vous questionner à la fin, mais je voudrais maintenant passer à la deuxième personnalité de cette table ronde, Joachim Bonnemaison. Est-ce que vous êtes photographe? Je n'ose le dire. Oui, quand même. Vous pratiquez en tout cas l'image. Et en fait, vous avez tout simplement, me semble-t-il, réinventé l'appareil photographique, non pas le procédé photographique, mais vraiment la question de l'optique est au cœur de votre sujet, comme si, en fait, vous vouliez nous rappeler sans cesse que la perspective n'est qu'une convention, qui est un héritage long et historique dans l'histoire du regard occidental, mais qu'au fond, c'est une décision qu'on a prise un peu collectivement, mais qu'elle peut être réorganisée autrement. En tout cas, c'est ainsi que vous agissez. Et vous avez, pas seulement une fois, mais plusieurs fois créé des sortes de machines optiques qui vont nous inviter à la fois à décentrer notre regard, à brouiller complètement nos habitudes visuelles, et qui vont aussi, peut-être par certains côtés, c'est sans doute un peu exagéré, mais vous me direz ce que vous en pensez. Je me disais, je pense, en regardant certains de vos appareils, au piano préparé de Cage, c'est-à-dire qu'on part de quelque chose qui fonctionne, qui est ancien déjà, la photographie, 1830, et puis on va lui réintroduire de la contrainte ou de la déformation pour voir. On se réapproprie. On se réapproprie, voilà. Et j'en profite pour dire qu'avant-hier, on m'a fracturé ma voiture. Tout piqué. Oui. Mais il m'en reste d'autres, car j'ai en réserve d'autres appareils. Alors je vais vous montrer ce que j'ai proposé pour vous. Excusez-moi. Donc j'ai mis mon site là-haut, au cas où j'oublie quelque chose. Ici. Et vous trouverez tout ce qui est nécessaire. Vous trouverez tout ce qui est nécessaire sur mon site. D'accord. Donc ici, par mes recherches historiques, j'ai constitué une collection et à la façon de Mendeleïev,
j'ai fait une classification qui s'appelle tout simplement classification Bonne Maison, qui est dans le livre d'Anne Cartier-Bresson, dans les livres de Sylvie Aubenas sur Gustave Le Gray, und so weiter. Et j'ai pu collectionner tous les exemples que j'ai pu trouver de mise en perspective de la photographie. La photographie primitive, c'est un négatif qui est appliqué sur un papier, puis elle s'imprime sur un rond. L'image d'une lentille projetée sur un plan donne un disque. Or, on n'imaginerait jamais écouter un disque si on n'avait pas tous les côtés autour. Et pourquoi, en photographie, on le tolère? Alors, je me suis dit, il faut faire quelque chose. Comme on est dans le 50e anniversaire d'un mouvement auquel j'ai participé, je me suis remis en question. Et ce mouvement auquel j'ai participé n'avait pas de destination particulière. Donc j'ai fréquenté un peu toutes sortes de gens à l'époque, de Cohn-Bendit, à Krivine, à Villars, à Mouchkine, à Living Theater, etc. Donc j'étais dans le coup. C'est rétrospectivement sympathique. Et donc, je me suis mis à faire des appareils moi-même. Ceci est la prise de Versailles. Hein, j'ai eu comme aficionados le maire de Versailles qui m'a demandé de faire des images et des cabinets de curiosité sur la bibliothèque municipale de Versailles, qui est la bibliothèque Louis XV, et puis sur les archives de Versailles qui se situent dans les grandes écuries. Donc comme j'aime bien les lieux qui ont été bien fréquentés, je m'y suis projeté. Ceci est un appareil que j'ai fait faire en Suisse et qui a l'immense qualité de montrer les mélancolies, et j'ai fait tout un travail sur les mélancolies. L'appareil tourne sur lui-même ou l'appareil ne tourne pas. L'électronique est synchronisée avec l'électronique d'un moteur qui tourne, et on fait excuse-moi, enfin, disons, le temps s'inscrit dans ce voilà, le temps s'inscrit comme ici, vous voyez, le temps s'inscrit dans une grande bande. Alors vous en verrez des exemples. Après, j'ai fait ce genre d'appareil qui se dirige vers le haut. Et récemment, je me suis dit, c'est vraiment insupportable. Comme dans les autres classifications, il y a toujours un endroit où on va trouver une chose qui n'a pas été nommée. Et au lieu de se diriger vers le fond, vers le haut, je me suis dit, mais tous les photographes se mettent sur leurs deux pieds ou sur un trépied. C'est stupide, il faut s'accrocher au plafond. Et alors je me suis accroché au plafond. Donc j'ai fait un petit truc qui m'appartient, qui s'appelle Zénith et Nadir. C'est-à-dire, tu regardes en haut ou tu regardes du haut vers le bas. Voilà. Après, vous avez toutes sortes de choses que j'ai développées, et puis il y a des choses que je n'ai pas développées parce qu'elles s'étaient déjà fait. Je reviens. Alors, que veut la technique? Je peux peut-être la diriger là-bas. Non. Ah, il faut diriger là-bas? Oui, c'est ça. Voilà. Ça, c'est un des premiers prototypes que j'ai fait pour faire des photographies au nord, à côté de Bréa. Et les photographies ont circulé, elles appartiennent au musée Pompidou, au Passin Couffin, et elles ont été l'objet d'une exposition au MUSEM, une exposition MUSEM il y a 2 ans. Ceci, alors, c'est là où le paradoxe, André Pierre, merci. André Pierre me demande de faire des photographies à la bibliothèque de Dijon, puis il n'y avait pas un livre, parce que c'était en réflexion.
Alors c'est quand même bien de faire une bibliothèque sans bouquins. Et là, c'est la bibliothèque Mitterrand que j'ai photographiée quand elle était en construction. Il n'y avait pas un bouquin. Voilà. Et donc c'est le Louvre qui me l'a emprunté pour la balader à droite à gauche. Ça, c'est un ami qui est décédé récemment et j'ai fait sa bibliothèque personnelle. Alors c'est un amateur de curiosité et je fais un petit bouquin sur lui à cette époque. Le bouquin est là, quand je dis à cette époque, c'est maintenant. Et là, c'est une technologie que j'ai développée, c'est-à-dire que c'est la réhabilitation du négatif. Quand la photographie primitive s'est développée, on n'avait que des négatifs. La première image que l'on voit, ce n'est qu'un négatif. Et là, c'est un négatif couleur de sa bibliothèque. Ici, c'est une photographie que j'ai faite de la salle Laproust. Et personne à l'ABN ne m'a demandé de refaire la même après restauration. Ce sont les mystères de l'administration française. Il faut au moins 8 mois pour obtenir un rendez-vous avec la personne concernée qui, me dit-on, on ne sait pas qui c'est, mais c'est très difficile. Et moi, j'ai fait cette image-là, qui est très compliquée, parce qu'elle est faite en deux images. Vous avez le cercle du milieu, plus, avec un autre appareil, toutes les colonnes. Et pour avoir la même perspective partout, c'est pas de la tarte. Et ça peut coûter cher, mais ça n'a rien coûté à l'administration française. Voilà. Alors, rigolote. Voilà. Ceci est une vue de la bibliothèque de Dijon. Alors, c'est une espèce de anneau de Möbius, de l'éternité des choses qui passent et qui se renouvellent. Et c'est une mise en perspective un peu particulière. Ça, c'est la médiathèque de Dole. Ça, ce sont les grandes écuries, les petites écuries, pardon, de Versailles. Ah, je reviens sur quelque chose de fondamental. Il était très difficile d'exposer à Dijon, d'exposer ce que j'avais fait pour la bibliothèque. Et j'ai eu l'idée de ne faire que des sculptures. Donc il n'y a aucune photographie à plat. Il y a un volume qui est l'enfer de la bibliothèque, sous 4 mises en perspective différentes, une tavola scalata, et puis des objets que j'ai faits suivant ma fantaisie. Voilà. Ça, c'est une tavola scalata. Donc c'est une perspective d'une salle qui s'appelle je ne sais plus comment, et d'un côté et de l'autre. Et alors, tout ça est mis comme un accordéon, et d'un côté, on voit ça, de l'autre côté, on voit ceci. J'ai fait... Ah, ok, oui. D'accord, j'ai compris. Très bien. Voilà encore une autre chose. Sur des socles de masques africains. Ça, c'est un anneau de Möbius fait à Saint-Bénigne, qui est la grande cathédrale de Dijon. Et c'est un anneau de Möbius. Voilà. Avec une perspective concave et une perspective convexe. Donc, je suis l'inventeur grâce à un appareil que vous verrez plus tard. Donc, vous avez le concave et le convexe. Ceci est une vue un peu particulière du sous-marin de la bibliothèque de Dijon. Pardon ? Ce sont les étagères de la réserve. Oui, c'est ça, c'est la réserve. Alors là, nous sommes dans l'histoire de Bougainville. Hein, où sommes-nous ? Avez-vous trouvé des poissons extraordinaires ? Et racontez-moi le monde, et vous remarquerez derrière que il n'y a pas un livre. Hein, toutes les étagères sont vides, ce qui est vachement bien. Voilà, ça c'est une
une image que ma femme ici présente a voulu que je fasse, des gros plans, parce qu'on a l'habitude, quand on fait du panorama, de voir les choses en large, etc. Donc ça, c'est une image qui s'appelle Les Mâchoires, et c'est aux archives de Versailles. Et ce sont tous les gens qui sont passés dans les hôpitaux de Versailles depuis 1640. Ça, ce sont tous les chômeurs de Versailles depuis 1936. Il y a de quoi faire. Et vous faites juste une petite question, c'est par série des fois, ou les photos sont par série? Ou ce que je fais... Quand vous faites là, vous en montrez une, mais il y a d'autres. Mais sur le même thème. Oui, c'est-à-dire que on me confie les archives, je fais les archives. Il y a un livre sur les archives. Il y a un livre sur les bibliothèques imaginaires. Voilà. C'est un ensemble complet. Voilà, par exemple, ça c'est Versailles. Donc quand les Indiens du Mississippi sont venus voir Sa Majesté Louis XV, ils étaient nus. Et la reine voulait la voir. Et Louis XV a dit, pas question, Majesté, vous ne verrez jamais ces hommes comme ça. Donc il a fait faire des musées Grévin. Et là, j'ai fait deux images des Indiens dont on connaît le nom et le prénom. Voilà, comme ça, ou comme ça. Voilà. Donc, pour vous montrer la richesse de toute cette affaire. Voilà, la bibliothèque de Versailles, qui est l'ancien ministère des Affaires étrangères de Louis XV, et une autre vue. Donc, disons, je dirais, une vue classique et une vue bonne maisonienne. Voilà. Alors. Aïe, 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 aïe. Quel bonheur. Non, ça, je passe. Ça, c'est aussi une autre chose. Ce sont des anamorphoses concaves et convexes. Alors, l'anamorphose picturale, vous avez un cylindre de miroir qui est au centre d'un disque, et à un endroit précis, vous reconstituez l'espace. Dans l'anamorphose que je fais ici, vous tournez autour et vous reconstituez tout. Et au lieu de mettre un cylindre de miroir, j'ai mis une photo. Et puis pour compliquer encore la chose, j'ai mis aussi une photo à l'intérieur. Hein? Ceci est une chose... attendez, ça vient. Voilà. Ah, pardon, je suis navré. Voilà. Ça c'est l'observatoire. Oh. C'est l'observatoire de Jai Singh à Delhi. Jai Singh est le Maharaja 1720, qui est le Newton de l'Orient, qui s'est construit en marbre des observatoires particuliers pour pouvoir observer les planètes. Et il était plus à point que les astronomes à l'époque. Alors vous avez ici une perspective concave et une perspective convexe. Ces deux choses-là sont emmêlées dans des sculptures que j'ai faites, et je ne vous montre pas, parce qu'il ne faudrait pas que je vous ennuie trop. Ça, c'est une perspective concave et convexe d'un champ de coquelicot. Ça, c'est un autre appareil qui tourne sur lui-même. Et j'ai fait, tel Jonathan Le Gouélan, le tour d'horizon au-dessus des vagues. Donc vous avez le ciel qui est bleu, qui est fixe, le roc qui est rose, qui est fixe, et l'eau qui déferle sur l'ensemble. Ça, c'est une série qui voilà. Pour compliquer les choses, j'ai construit un échiquier de 2 mètres sur 2 pour voir, c'est une grande question politique, pourquoi un pion situé à tel endroit dans une partie arrive à mettre un roi mat. C'est une question qu'on se pose tous les jours. Et alors j'ai fait construire cet échiquier avec un trou pour déplacer mon appareil
suivant les grandes parties, etc. Et je vais vous faire une confidence, ça ne donne rien. Ça ne donne rien d'intéressant plastiquement. Donc je vous montre cette image quand même qui est historiquement valable. Voilà l'anamorphose de temps. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Donc l'appareil tourne sur lui-même. Et comme j'ai une collection d'objets de curiosité, je me suis attardé à la photographier. Or, les objets qui sont là sont ponctués, comme dans une partition de musique, par des crânes. Et entre chaque crâne, les objets changent. Et puis parfois, il n'y a pas de trame. Allez savoir pourquoi. C'est une photographie qui dure que d'1 heure et demie. Vous voyez, c'est toute une ancienne bobine 135 mm qui passe. En fait, c'est coupé, parce que l'inconvénient de ce genre de choses, c'est que après, il faut les mettre en page pour que ça aille dans des livres et que ça puisse être très bien relié. Et ça, on demande toujours qui pourra faire ça. Hein? Voilà. Alors, je me réfère toujours à des dimensions historiques. Je suis un vieux con, mais j'adore le portrait du Parmesan, qui est un des premiers portraits faits dans un miroir de sorcière. Donc ce portrait m'a inspiré une série de portraits, et ça c'est mon autoportrait, dans une collection de miroirs de sorcière que j'ai, et il est particulièrement autoportrait puisqu'on ne me voit pas. Or tous les photographes se photographient dans un miroir, et on les voit, avec leur Leica, leur Nikon, etc. Et là on ne me voit pas. Donc je suis très fier. J'ai modifié complètement. Ah, ça vient. J'ai modifié complètement un appareil parce qu'il y a une société qui fabrique des montres en Suisse qui s'appelle Jaeger-LeCoultre qui m'a demandé de faire une exposition de toutes mes photos rondes. Et j'ai dit, écoutez, quand même, c'est sympathique d'être mandaté par Jaeger-LeCoultre, mais moi je voudrais faire une photographie des gens qui sont en train de faire vos montres. Et le problème, c'est que pour être net ici, et net partout, j'ai passé 15 jours à reconstruire complètement et à remettre tout un bazar insupportable, théoriquement et physiquement, pour faire cette image où on voit ceci extrêmement net, le type qui est là, et tout l'atelier derrière. Ça, c'est un ami jardinier à la Parmigiano. Ça, c'est mon beau-frère qui n'est pas pianiste. Mais j'ai décidé de faire cette image parce que je trouve lassant qu'on voit les pianos, on voit le type en train d'un truc, et on voit le piano, et on ne voit jamais sa tête. Et surtout, parfois, il y a des pianistes maintenant, alors il faut se méfier de tout. Donc là, on voit Jean-Sébastien Bach, vous pouvez lire, le clavier, les grosses mains de mon beau-frère, et c'est spécialement bien habillé, et il y a son jardin derrière. Voilà. Ça, c'est une invitation pour une exposition que j'avais faite à Paris, et c'est une jeune fille qui est dans sa piscine. Le challenge, c'était de voir tous les bords de la piscine. Je ne vous dis pas. Ah, ça vient. Alors, ça souffle, hein. Bon, ça sont des demoiselles à l'écart. Et ça, ce sont des poules. Parce que, pourquoi pas, hein? Alors, je me suis mis à photographier des poules. Et là, je vous dirais, j'y suis pas encore arrivé. Les filles, c'est mieux. Ça fait déjà de belles expositions. Ah, voilà. Ah, on revient. Ah, voilà. Alors ça, c'est la vue périphérique, et il y a une vue centrale. Je n'ai pas retrouvé pour vous la montrer. Ça, c'est une folie dans une galerie parisienne où j'ai photographié une chorégraphie. C'est-à-dire qu'on voit toujours
des photos de danse, Isadora Duncan, machin, patin, couffin, tout le monde sur... Bon, c'est plus ou moins flou. Là, j'ai mis 6 filles nues, dûment référenciées, mais des mannequins, des sculpteurs, voilà, des danseuses. Et avec une musique, l'appareil tourne sur lui-même, comme ça. Et donc, quand une a été photographiée à travers une fente située derrière l'objectif, elle peut bouger. Donc, on a un mouvement. Et là, je pense que ça doit être Mozart. Et donc, j'ai fait après l'appareil photo, l'appareil de tirage, qui fait un seul tirage. Et là, l'exposition a une photographie de 30 cm de haut, puisque c'était la largeur du rouleau, sur 45 mètres. Pardon. 30 cm sur 45 mètres. Excusez-moi, 30 cm sur 45 mètres. Voilà. Donc, ça n'a intéressé personne. Sauf tout le monde. C'est de l'animation. Hein, tout le monde en parle, tout le monde, mais personne n'a accroché ça dans son salon. Alors, voilà. Là, c'est pas loin de l'Arsenal. C'est un hôtel particulier construit par Le Haut pour Lambert. J'arrive. Voilà, ça c'est mon atelier, vu d'en haut. Alors, ça c'est ma belle-mère et ses chiens, vus d'en haut. C'est quand même très intéressant parce que vous savez, les plafonds des gens, c'est pas bien, mais ce qu'il y a à l'intérieur, la façon dont ils sont aménagés, etc., c'est un grand roman. Voilà, et ma belle-mère, c'est un grand roman. Alors, voilà la dernière chose que j'ai fait. L'année dernière, j'ai fait 50 photos de voûtes divines. Donc ça, c'est l'abbaye de Mesmont. Ça, c'est la beauté du chœur gothique de Saint-Thibault en Bourgogne. Et j'ai une série de choses comme ça. Ça, c'est une chaire en négatif couleur. Et ça, c'est pour rendre hommage à Metz, où il y a un peintre magnifique à Metz qui s'appelle Montsou Desiderio, que je file depuis tout le temps. Et avant de partir, j'ai fait une image, voilà, un peu à la Montsou Desiderio. Je vous remercie. Vous voulez bien répondre aux questions? Oui, oui, bien sûr. Alors merci pour cet étalage. Moi j'ai envie de parler de prouesse, qui est aussi une forme historique de la photographie, la prouesse, qui dure très peu et qui saluait, encore une fois, une question technique. C'était quand on avait enfin découvert la plaque instantanée. Et du coup, on sautait devant l'objectif pour montrer qu'on pouvait faire une photo non arrêtée. Donc ça me fait penser à cet aspect où les choses que vous arrivez à capter, elles contiennent toujours quelque chose qui est impossible optiquement, ou en tout cas, par exemple, contenir tous les bords d'un espace. Oui. Ça fait un peu penser aussi à... Je réfléchissais à ce qu'écrit Jean-Christophe Bailly sur la photographie, où à un moment donné, il appelle de ses voeux, c'est un peu ce qu'on voit avec vous, une photographie qui n'aurait pas de bords. Parce qu'il dit, la photo, avec sa forme rectangulaire, c'est comme un copeau, mais elle nous rend pas ce qu'est un paysage, par exemple. Et là, finalement, c'est peut-être une sorte de réponse sous la forme très curieuse de ce globe, de ce micro-univers qui fait aussi parfois... Vous pouvez évoquer les techniques du théâtre d'ombre lorsque vous allez chercher une sorte de linéarité, de déroulé. Enfin, c'est extrêmement, je trouve, complexe dans la constitution dans votre esprit. Est-ce que les photographies sont préalables dans votre esprit? Vous les voyez avant de les faire? Ou au contraire, est-ce que le sujet se présente à vous et que c'est lui qui suscite l'image?
Je ne sais pas si je me fais bien comprendre là. Oui, Oui. oui, oui. Non, mais ce qui est passionnant dans ce que je fais, ou ce que je vis, c'est l'expérimentation permanente. Donc, quand il y a un sujet que je n'ai pas traité, il me faut le faire. Quand j'ai fait les voûtes, par exemple le cosmos, je me suis intéressé au cosmos. Et puis, finalement, je me suis intéressé à ce qui est partout en France, et les merveilleuses petites églises de village, la Sainte-Chapelle, des endroits extraordinaires de l'art gothique. Voilà, ce que j'ai trouvé, c'est une autre façon de montrer les choses et de réveiller l'attention. Et de ne pas dire, ah bah tiens, ça c'est encore une photo, tiens, encore une photo, encore un Cartier-Bresson, encore un... Voilà. Et donc, là, à chaque fois, ce sont des images qui, vous ne le voyez pas ici, mais la technologie, je suis ingénieur de formation, mais j'adore Altorfer, j'adore Cranach, j'adore Montsou Desiderio, parce qu'ils m'ont éveillé chez moi très jeune une volonté de montrer dans le détail, sans tergiversation, l'ensemble des choses. Voilà. Et donc, j'aborde ces sujets de voûtes divines maintenant, qui sont presque terminés, mais j'ai encore, par exemple, la synagogue de Cavaillon, qui est un endroit extraordinaire que personne ne connaît. En plus, je découvre la culture. J'ai du mal avec l'administration de la Sainte-Chapelle à leur faire comprendre que c'est intéressant que je puisse passer 2 heures tout seul là-dedans. Voilà. Donc, parce que, par exemple, la BN, il faut que je fasse la photo le dimanche. Ah, mais on n'a pas de personnel le dimanche pour vous accompagner. Voilà. Bon, c'est tout, hein, c'est la vie. Hein. Donc, voilà. Mais c'est l'expérimentation à chaque fois. Et comme on m'a volé mon appareil, eh bien, je vous rassure, je savais que ça pouvait m'arriver, et j'ai un doublon que je suis en train de mettre en place, et c'est reparti à la fin du mois. Tant mieux. Voilà. Est-ce que dans la salle, il y a des questions à Joachim Bonnemaison, j'imagine? Ben alors? Si, j'en vois. Tu as le micro, c'est pas les choses. Oui. Bonjour. Bonjour. C'est presque une folie quand on voit une image rectangulaire. C'est très rare dans votre travail. Ah si, ah si, il y en a une. Elle a fait le couverture du catalogue de ma première rétrospective en 82, je crois, ou 84, à Chalon-sur-Saône. Et c'est une image que je n'ai jamais pu réussir à refaire. C'est-à-dire que c'est une image primitive. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de perspective. Il y a une petite maison, il y a des éoliennes, il y a des bidons de lait, il y a des nains de jardin, il y a marqué la mer. Et elle est... Voilà. Elle est... Voilà. Mais quand vous faites ça, bon, les images rectangulaires, oui, je veux bien manger un sandwich sur l'autoroute, mais c'est vraiment parce que j'ai faim. Y a-t-il d'autres À notre ami et camarade néanmoins présent. D'accord. Alors d'accord. Comment tu fonctionnes? Je sais pas, est-ce que ça fonctionne aussi avec les PDF? Mais je vais m'installer là si tu... Tiens, c'est mieux si tu es là-bas. Ouais, non, mais je vais m'installer là-bas. Alors peut-être Marco, on va dire 2 mots sur ton travail. Attendez, je termine parce que j'ai encore des tas de petites saloperies qui me restent dans mes archives. Donc vous pourrez trouver un souvenir sur la table après en partant. Alors, Ça va? C'est beau ça. Ah oui, oui.
Donc Marco Godigno, que vous avez peut-être croisé si vous avez visité la Biennale d'art contemporain cette année, en 2017, puisqu'il avait habillé les murs de la sucrière avec une myriade de tampons qui disaient « Forever Immigrant », c'est ça, qui faisait comme une sorte de nuée, qui va sans doute nous montrer, vous avez peut-être aperçu ça. Et sinon, plus globalement, Marco, d'origine portugaise, en fait, est-ce qu'on peut dire que tu intègres un peu tous les systèmes de représentation dans ton questionnement, c'est-à-dire que tu ne cherches pas spécialement à représenter, mais à mettre en chantier les systèmes de représentation, me semble-t-il. Alors, parmi lesquels systèmes, on peut relever un rapport intéressant à la cartographie. Tu as fait quelques pièces à partir de cartes de géographie. Et puis, ce que je voulais aussi souligner, c'était ta manière, souvent, pas toujours, mais souvent, d'utiliser le dessin sur un mode un peu, je l'ai trouvé quelquefois dans les dossiers, puisque c'est une table ronde légèrement improvisée pour ma part. Donc j'ai travaillé en dehors de la présence des artistes, mais j'ai trouvé que tu avais utilisé le dessin de manière performative, comme par exemple en répétant un geste sur un mur avec ce protocole de ne t'arrêter que lorsque le crayon serait usé. Voilà, ce qui déroute évidemment l'objectif de composition d'un dessin. Idem pour à d'autres reprises, c'est le mot qui a été utilisé de manière performative sur un mode répétitif, alors pour le coup. Et puis, toujours à travers le texte a été utilisé à un moment donné par toi et d'autres artistes avant toi d'ailleurs, un peu comme il est comme devenu un signifiant flottant, enfin quelque chose qui n'est plus un signifié, quelque chose qui n'a plus son sens propre, mais il devient une forme de dessin lorsque tu le répètes en faisant tourner le format de la feuille. C'est le cas par exemple pour la Déclaration universelle des droits de l'homme, hein, c'est ça, que tu reprends en la recopiant à de nombreuses reprises et en repassant sur les mêmes lignes avec le même texte, mais évidemment tout ça se brouille et devient une sorte de fourmillement, vaguement de mots, vaguement de signes. Hein, on est vraiment aux frontières entre ces questions-là. Enfin, c'est un peu bête, mais c'est toujours ces questions de signifiant-signifié. Voilà pour le dire rapidement. Et alors du coup, une des raisons de ta présence ici, je suppose, c'est aussi ton rapport avec le livre, puisque à nouveau tu as franchi la question de ce système d'agencement qu'est le livre, en l'utilisant aussi un peu comme un support à des performances de lecture et à sa propre destruction, par exemple aussi. Et puis en séparant quelque chose qui est historiquement très lié, c'est texte-image dans l'encyclopédie, donc en découpant les images, en exposant des encyclopédies ajourées où il n'y a plus d'images. Enfin voilà. Donc c'est un peu ce qui me semblait pouvoir retirer comme généralité dans ton travail, mais peut-être tu... Oui, en fait, il y a beaucoup de choses que tu as dit qui sont dans mon travail. En fait, je suis très intéressé par le temps par l'invisibilité, par l'expérience, par une sorte de processus, par réactiver des processus invisibles. En tout cas, je viens aussi. En fait, j'ai eu la chance, juste pour revenir un petit peu à ce matin, j'ai eu la chance d'être faire un master en typographie. J'ai fait la NRT. Donc après l'école, j'ai fait l'atelier national de recherche typographique. J'ai eu la chance que donc à Paris où le bâtiment était en construction, ils sont venus tous ces gens, Jean Widmer, Hans-Jürgen Junziker, André Baldinger, Philippe Millot, tous ces gens-là, ils sont venus à s'installer à Nancy juste parce que le bâtiment était en rénovation. Et je ne vous cache pas que quand je suis très intéressé au livre, donc j'ai fait une sorte de master en typographie, mais en fait je vais vous montrer le projet que j'ai fait qui n'a rien à voir, qui a à voir avec l'idée du rythme, du rythme comme ça. En fait j'ai fait un calendrier, j'ai travaillé sur l'idée du temps et j'ai essayé de renouveler cette idée du calendrier. Parce que j'étais toujours très embêté quand vous achetez un agenda. En fait, toutes les 365 pages, elles sont pareilles. Et ça m'embêtait un peu. Donc, j'ai commencé à travailler autour. Comment on pourrait percevoir le temps autrement par mois. Par exemple, s'il fait plus chaud, s'il fait plus froid,
si on est en été, si on était peut-être on prend un petit carnet un peu plus petit, ou après, et comment on organise le temps. Donc je suis très attaché à toutes ces choses-là, et mon travail, donc il s'est développé dès le début à travers le mot, à travers les mots, à travers j'ai découvert, je suis très passionné maintenant par la philo aussi, par la poésie. J'écris beaucoup, mais de plus en plus ça vient dans mon travail. Je suis un grand collectionneur, je peux dire aussi, de livres étranges, moins étranges. Et donc il y a vraiment cette passion pour l'écriture, pour l'écrit, soi-disant. En fait, il y a une citation que j'aime beaucoup, Walter Benjamin, que j'ai retrouvé récemment, et j'étais assez heureux je l'avais trouvé dans le livre de Sebald dans Austerlitz, dans ce livre magnifique où il retrace un peu l'histoire de la gare d'Austerlitz. Et en fait, je connaissais cette citation, et elle revient dans un livre très beau, très. En fait, pour revenir à ça, j'adore les gestes simples aussi. J'aime les petites choses. Je lis moins en moins de romans, mais je lis des petits livres. J'aime bien la poésie. Donc, ce petit livre qui est magnifique, je trouve, de Marielle Massé, qui vient de sortir, qui s'appelle Sidéré, considéré, et qui est un livre magnifique, je trouve, et où j'ai trouvé cette citation qui dit de Benjamin, qui dit le besoin intérieur de posséder une bibliothèque. Donc, j'avais noté ça depuis longtemps, et ce besoin intérieur de posséder une bibliothèque, en fait, ça me permet de revenir aux arts plastiques, parce que c'est ce que j'étais toujours touché, même quand j'étais à l'école, même déjà, c'est que pour moi, c'est vraiment une attitude, être dans... parce que je viens d'une famille de travailleurs, quand j'étais très petit, mes parents ils ont immigré, donc j'étais toujours très concerné par cette idée aussi de la langue, des trous de mémoire, de devoir toujours être dans la traduction de quelque chose, de traduire toujours perpétuellement des choses, et ça, je pense que ça m'a influencé, et j'aimais bien de retrouver cette phrase-là dans le livre de Marielle Massé, parce qu'en fait, elle questionne cette idée, et on peut revenir au BNF, c'est qu'en fait, elle relie la bibliothèque et le quai d'Austerlitz donc à la gare d'Austerlitz, et bien sûr à la Cité de la mode et du design. Et en 2015, moi je suis très aussi, j'étais plus militant avant, mais je le fais toujours. Récemment, j'étais à Lampedusa pour faire un film, tout ça. Donc je suis très concerné aussi par des questions qui touchent plus à la société. Donc je me dépasse aussi, et pour voir des choses ou rencontrer des gens. Et en fait, elle fait un lien parce qu'il y avait un camp que j'ai photographié aussi, un camp de réfugiés qui était installé juste au pied de la Cité du design et de la mode. Et en fait, c'est cette idée de... Et en fait, elle revient au livre de Sebald aussi, qu'en fait, c'était aussi l'endroit où les nazis, à la Seconde Guerre mondiale, en fait, c'était un des premiers endroits, des premiers convois de déportés. Et c'est là où étaient transportés les biens pillés aux Juifs. Donc, c'est là que les livres étaient brûlés. Donc, je trouvais ça intéressant. Et pour revenir vite à Benjamin, parce que je suis très concerné par ça, c'est que j'aime bien, depuis donc une quinzaine d'années que je travaille maintenant, c'est que j'ai développé tout un travail que j'ai intitulé des mondes nomades, qui faisait lien au monde flottant de la Biennale, mais c'était aussi pour ça qu'Emma m'a invité, je pense. Et que, en fait, j'aime de plus en plus essayer d'être léger et de travailler léger dans le sens d'échapper de plus en plus aux matériaux. Donc, porter en soi posséder en soi une bibliothèque. Toute une bibliothèque, ça veut dire beaucoup de choses. Et avant de commencer, ça fait écho aussi à cette citation que j'avais aussi, mais on a parlé de fantômes, et je pense que tous mes travaux sont des fantômes. Je viens de terminer une exposition qui s'intitulait Fantôme apatride. Donc je me suis questionné sur cette idée qu'un fantôme, quelle nationalité il aurait, et il serait apatride pour moi. Donc j'ai travaillé sur cette idée, l'apatride à Annecy, mais à la Fondation Salomon, mais ça s'est terminé hier. Donc ça devient un fantôme aussi. Donc j'aime bien cette idée Et en fait, c'est des expositions qui sont... Là, c'est une exposition individuelle
mais où il n'y a pas eu de transport d'œuvres. Bon, bref, tout ça, c'est dans mon travail. Et il y a une belle citation de Borges que je veux lire parce que je l'aime beaucoup. La certitude que tout est écrit nous annule ou fait de nous des fantômes. Donc, moi, j'aime bien être dans l'idée, dans l'incertitude tout le temps. Ça, c'est bon. Ah, ça, c'est éteint ici. Ah, là, c'est revenu. Voilà. Donc, maintenant, je vais vous parler un peu. Je vais commencer par cette pièce qui est une pièce de 2009, mais où j'ai pris quelques années à faire. En fait, souvent mes pièces, j'aime bien. Ça aussi, je dis toujours que j'ai pas d'atelier, et c'est vrai. J'aime bien collectionner des choses, des situations, et de leur donner une expérience. J'abandonne les choses. Si je suis plus longtemps chez moi, je laisse des choses traîner ou je réactive des pièces dehors. En fait, à un moment donné, je voulais, donc comme beaucoup de gens peut-être ici aussi, ou qui l'ont fait même, j'ai voulu m'attaquer à la recherche du temps perdu de Proust. Mais je me suis rendu compte qu'avec mon caractère très curieux, je n'arrivais pas à avancer en fait. Parce que du coup, je revenais toujours en arrière, j'allais lire un passage. Et je me suis dit, je vais en faire une œuvre. Et à chaque fois que je retourne chez moi et que je continue la lecture, en fait, j'arrache une page et je la mets dans le coin de la salle, de l'espace. Et à chaque fois, comme ça, je ne peux plus revenir en arrière. Et du coup, comme j'aime pas trop lire des romans, ça me réconfortait de faire de ce livre des petits poèmes. Parce que quand tu fais des petites boules comme ça, tu peux lire que des petites phrases. Et du coup, je m'amusais aussi à lire ces petites phrases. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une bibliothèque pour Proust. Donc, j'ai acheté une bibliothèque chez Ikea où j'ai mis 7 étagères. Donc, le volume de Proust, il contient 7 étagères, 7 livres sur 7 volumes. Et en fait, je me suis arrêté au dernier que j'ai toujours pas lu en fait. C'est le temps retrouvé. Donc quand je suis arrivé là, j'ai arrêté et j'ai fait une étagère pour. Et donc toutes les pages que j'ai arrachées du livre sont devenues comme ça, comme des feuilles mortes, un petit peu comme une nature ou un paysage d'une future, d'un geste encore là très simple. En fait, je suis très attaché à l'idée du geste simplement et comment il peut revenir, et aussi ce geste aussi dans le langage, parce que je suis très intéressé aussi à la poésie, par exemple des haïkus, à la poésie japonaise, où en fait dans un seul souffle il y a tout un monde en fait. Donc ça c'est en fait, c'est aussi souvent des œuvres qui contiennent de la temporalité. Pour moi, c'est très important. C'est des œuvres qui sont jamais finies, en fait, comme mes tampons, ceux qui ont pu le voir à la Biennale de Lyon. Je suis resté dès le premier jour du montage jusqu'au dernier. Et en fait, c'est une œuvre qui n'est toujours pas finie et qui n'était même pas débutée, en fait. C'est quelque chose qui est en transition permanente. Pour ça aussi, peut-être on va revenir après, j'aime beaucoup travailler autour de la marche, et pour moi tout ça est lié au déplacement constant des idées. Donc pendant des années aussi, en fait, c'est vrai que j'ai toujours eu une passion pour les livres, ça c'est clair, et surtout pour l'agencement. Peut-être ça m'aide à réfléchir aussi l'espace. Et en fait, pendant des années, en fait, j'ai collectionné des encyclopédies un peu de plusieurs langues, plusieurs grandeurs, plusieurs thématiques, etc. Et ça aussi depuis 5-6 ans. Je vous montrerai après. En fait, j'avais jamais de maison. Je mettais les choses chez mes parents, chez des amis, un peu par-ci, par-là. Et donc maintenant, j'ai cette maison, mais j'étais pas trop fier en fait de ça. Mais ce qui m'a un peu donné envie d'y habiter, c'est que en fait, j'habitais au numéro 8. Et la première chose que j'ai fait, c'est j'ai inversé le numéro en infini, en fait. Mais je vais vous montrer une image. Donc je l'ai arraché le numéro, je l'ai mis en infini. Et je l'ai laissé comme ça depuis 5 ans. Et maintenant, voilà, encore un geste assez radical. Et en fait, je vous dis ça parce que cette œuvre est complètement liée à cette idée d'avoir un endroit où mettre des choses. C'est que je me suis retrouvé dans cet endroit et je n'avais pas encore Internet ni rien. Et je me suis retrouvé à regarder dans ces encyclopédies. Et au début, je cherchais par mot ou par image.
Et j'ai commencé à découper les images pour les collectionner. Et du coup, j'ai commencé tout un travail où j'ai évidé complètement. Là, j'ai une collection assez large. Là, c'est une pièce qui est rentrée au CNAP il y a quelques années déjà, en 2012 ou 2013. Et que j'ai sorti des cartons. Ça, c'était très beau à voir. C'est dangereux avec moi parce que si les œuvres sortent, même si elles sont dans des collections, je peux les changer. J'interviens. Vous ne direz pas au CNAP, mais j'ai un peu recoupé des choses. Mais en fait, je l'ai exposé là à Annecy. En fait, on l'a fait sortir. Et pour moi, en fait, c'était cette idée de... C'était aussi lié à George Orwell aussi, cette histoire, en fait, où il travaille autour des trous de mémoire, où il y a où il crée toute une série d'individus sont invités à travailler sur la perte de mémoire pour brûler des documents et faire disparaître des documents, etc. Donc cette idée qu'on crée des trous de mémoire et on n'a plus d'images, on n'a que les légendes et comment on réagit à cette... Et aussi pour moi, mettre ces livres à terre, ça faisait aussi un lien avec l'extérieur, ça devenait une sorte de vague ou de paysage, encore une fois, qui peut prendre différentes formes, ça peut être en ligne. Après, toutes ces images, ce que j'ai collectionné, en fait, j'ai fait des structures comme ça en métal qui ressemblaient à deux pages de livres ouvertes et où on pouvait circuler et en fait où j'ai créé comme des associations libres comme ça, j'ai créé mon propre atlas un peu à la bataille, un peu une mémosine aussi, un peu comme ces premiers atlas. Warburg, oui. Aby Warburg. Donc cette idée j'aimais bien cette idée même de diviser et de créer d'autres possibles en tout cas à partir de tous ces gestes. Et aussi ce geste qui est assez radical mais simple, découper une image dans un livre. Pour ceux qui ont vu la Biennale, donc ça c'est une partie des cahiers qui étaient en fait, ça c'est tout un projet que j'ai intitulé Written by Water, donc écrit par l'eau. Et en fait, comme je me suis déplacé les 10 dernières années beaucoup autour du bassin méditerranéen, je suis allé à Beyrouth, à Lampedusa, beaucoup aussi à Marseille, côté français, mais Tunis, etc. En fait, j'ai commencé quand je suis comme ça proche de ces territoires, je vais acheter un cahier de notes, souvent qui est de la fabriqué dans le pays, et je le prends et je m'approche de l'eau et en fait je le plonge dans l'eau où je fais imbiber chaque page par l'eau de la mer pour que la mer puisse écrire un texte invisible. Donc j'imbibe chaque page et une fois que j'ai fait ce processus-là, je retire le cahier de l'eau et je lis ce que l'eau a écrit et après ça reste comme ça sèche. Et donc j'ai maintenant j'ai une bibliothèque maintenant d'une 30aine d'endroits. Il y a aussi une cartographie, il y a toute une série de traces. Là c'est à Annecy aussi, j'avais exposé 9 des cahiers que je présente comme ça, un peu comme suspendu entre... Peut-être je peux vous... Comment on retourne là? Tu sais comment on sort d'ici? Ouais, je suis sorti, mais comment je peux bouger le document? Ah là. Non, je veux... Je voulais juste vous montrer un petit peu... Donc pour moi, c'est aussi un geste qui a différents... Comment je peux dire? Différentes couches. Parce que dans ce geste qui ressemble
à quelque chose de très simple, en fait, il y a aussi cette idée de la mémoire ou de quelque chose d'invisible qui va apparaître et qui va... Et souvent, mes œuvres aussi, elles ont un rapport au corps, un rapport à la main, souvent. Pas forcément du fer, mais de l'échelle du corps. Donc voilà, ça fait partie du... J'avance un petit peu donc, parce que ça prend un peu de temps. Donc c'est aussi... et je me tiens de l'autre main. Je pense que je sais plus si... Bon, et après, en fait, je fais une lecture. Hein. C'est une sorte de rituel que je fais toujours. Peut-être on pourrait penser aussi à cette citation de Borges, mais donc voilà. Comment je peux là, ok. Bon, je vais passer assez rapidement parce qu'il y a beaucoup d'œuvres, mais là, c'est une œuvre que j'ai intitulée. Je suis intervenu sur un livre que je trouve magnifique d'Aragon qui s'appelle Blanche ou l'oubli. Et c'est vraiment un livre qui. Je ne sais pas comment le qualifier. C'est un livre où il y a des notes. En fait, il essaie de créer un roman, mais en même temps, c'est des prises de notes. En fait, c'est un texte très chaotique où il y a de la poésie à l'intérieur. Donc, il va d'un texte à l'autre, d'une manière à l'autre. Et en fait, ce que j'ai simplement voulu faire, c'est que j'ai fait l'expérience de la lecture en prenant, je ne sais pas si on le voit là sur l'image de droite, en prenant quelques notes. Donc j'ai eu il y a aussi mon écriture à l'intérieur, tout est souligné. Et ce que j'ai voulu faire, c'est que à la fin, quand j'ai lu le livre, j'ai découpé la tranche et en fait, j'ai recollé tout comme une cartographie. J'ai collé toutes les pages impaires d'une. Donc j'ai pris la première page et j'ai pris la deuxième que je l'ai collée à côté. Donc c'est-à-dire que la page impaire passe de l'autre côté. Donc ça veut dire que je cache encore une fois toute une partie du livre est un fantôme puisque je ne montre qu'une sur deux quelque part. Donc en mettant le livre tout à plat, donc ça devient une cartographie. Ça devient aussi une cartographie de la pensée, puisqu'on peut suivre aussi les traces de l'oubli et du rapport aussi à la lecture, à l'espace. Là, c'était après 2 ans, en fait, j'ai fait ça à l'ANRT, en fait. Donc, ce que j'ai voulu faire, c'est que j'ai travaillé sur des feuilles A4. J'ai fait beaucoup de recherches autour de l'idée des grilles aussi de lecture, comment on pourrait cartographier le temps, etc. Donc on revient encore une fois à la géographie. Bon, c'est moins invisible, mais les pièces, quand elles sont à plat, pour moi, c'est aussi, je parle toujours de cartes, de maps, monde. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris, pour chaque mois, j'ai pris 31 jours. Donc j'ai augmenté chaque mois de quelques jours. Donc, je ne sais plus comment ça fait, 31 fois 12. Bon. Et donc, j'ai comme ça augmenté mon calendrier de plusieurs jours. Et donc, le calendrier que je propose, c'est un calendrier qui est disponible dans une boîte où il y a à chaque fois à chaque fois trois livrets découpés sur une certaine manière. Et en fait, quand la personne qui a cet objet peut prendre un des carnets et soit parce qu'ils ont toujours 31 pages et elles sont collées à la tranche et tu peux par exemple si c'est juste un mois de 29 tu arraches les pages et tu as ton mois et après tu peux le organiser, tu peux écrire dedans, tu peux noter tout et après l'idée c'était une fois que tu organises, là c'est complètement vide mais j'ai d'autres images avec des personnes qui l'ont utilisé vraiment. Donc à la fin, ça a l'air un peu peut-être complexe, mais à la fin, en fait, quand un mois passe, au lieu de jeter le mois, la personne pouvait l'utiliser comme une sculpture ou comme une présence du temps, ou l'effacer, etc. Bon, je vais assez vite, hein, mais ça c'est un projet que
que j'ai avec moi ici aussi, mais que j'ai réalisé au FRAC Lorraine en 2007, en fait, où la directrice Béatrice Schoss, en fait, elle a dissipé la collection dans je pense 17 ou 20 endroits, en fait, de la grande région, en Lorraine. Et elle m'a demandé qu'est-ce que je pourrais faire avec ça, si ça m'intéressait. Et j'ai dit oui. Donc j'ai travaillé vraiment autour de cette idée du déplacement et comment on pourrait cartographier comme ça un prêt d'œuvre. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé ce que j'ai intitulé un horizon retrouvé. Donc c'est un petit passeport, c'est un petit livre que j'ai conçu complètement moi-même. Donc un passeport, l'horizon retrouvé. Où j'ai pris juste cette partie des visas à la fin, où pour chaque... j'ai pas d'image. J'ai pas mis de... Ouais, pourquoi j'ai pas? Bon, c'est pas grave. Ouais, c'est dommage. Peut-être j'ai oublié où c'est quelque part. Bref, dans le sol du FRAC, j'ai fait une cartographie au sol, une sorte de constellation, où on avait le point central du FRAC qui était lié à tous les endroits où les œuvres étaient dissipées. Et en fait, on pouvait acheter ce petit passeport au FRAC et on pouvait aller visiter les œuvres. Et je suis allé avec le monteur et j'ai donc sur chaque page, j'ai écrit un petit poème que j'allais coller comme ça dans chaque musée, dans chaque endroit. Là, on est à la Cité radieuse à Briey ou musée d'Épinal, voilà. Et donc, je collais ce petit poème en lettres vinyles miroitées que les gens pouvaient en même temps visiter ou découvrir en ayant le passeport. Et en fait, chaque musée devenait une sorte de douane où tu pouvais te personnaliser ton voyage, ton passage, etc. J'ai pas amené ce livre avec moi, mais c'est un livre que j'ai fait au MUDAM en 2007, au Musée d'art contemporain de Luxembourg, à l'invitation de Marie-Claude Beau. En fait, où là, j'ai vraiment pas beaucoup d'images, mais en fait, c'est une artiste, 40 artistes portugais. L'exposition s'appelait Portugal Agora, Portugal maintenant. Et en fait, ça, c'était mon mémoire de 5e année, il était fait comme ça, qui était très frustrant. Ils n'ont pas voulu l'envoyer au jury parce que, en fait, ce que j'ai fait, c'est que, vous savez, quand vous travaillez sur un livre, vous avez toujours les grilles sur InDesign, ou avant c'était Quark Express, une grille pour... Oui, une grille pour concevoir le livre. Une trame, ouais. Et donc, normalement, vous avez une trame pour un livre, mais vous pouvez en avoir plusieurs. Moi, ce que j'ai fait, c'est, dans un livre, j'ai fait 40 trames, 40 grilles, une pour chaque artiste. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait... donc, le livre, il était fermé, comme ça, comme vous voyez là, ici, dans cette image à droite. Et en fait, j'ai montré toutes les grilles, mais les images étaient composées sur les grilles, mais à l'intérieur, cachées. Donc, ça veut dire que quand vous prenez le livre dans la main, vous n'avez que des grilles, comme une sorte de bloc-notes qui est un peu le cerveau du livre, et où je permettais d'écrire aussi, de prendre des notes, etc. Et vous deviez ouvrir le livre pour découvrir l'image des artistes, les textes, les curateurs, etc. Donc ça aussi, il y a des belles anecdotes, parce que je ne sais pas si vous connaissez Marie-Claude Beau, mais que c'est une dame vraiment que j'apprécie beaucoup, mais qui a un fort caractère. Elle était très contente de tout ce projet, avec ses équipes, on a tout fait, tout ça. Et la veille du vernissage, quand je suis allé à l'imprimerie chercher le livre, elle était assise comme ça à l'entrée du musée, je suis allé lui montrer. Elle a piqué une crise parce que le livre était complètement illisible, fermé. Elle n'avait pas compris, en fait, qu'il fallait découper. Donc c'était très beau. Cette idée aussi. C'était pas très beau. C'était beau pour moi. Oui, d'accord. Non, c'était beau pour moi parce que ça pose plein de questions sur aussi, parce que c'est ça aussi qui m'intéresse. Là, on parle de ces questions-là, mais maintenant encore plus, je fais beaucoup d'œuvres où vraiment sur des expériences aussi avec l'autre, sur l'humain, sur des marches ou sur des voilà. Ah, là voilà, elle était un peu... Donc ça, c'est l'image que je parlais tout à l'heure. Et j'avais fait une petite carte d'orientation, table d'orientation.
Donc, et j'avais intitulé tout ça donc HR 8, HR 7, HR, etc. C'était comme une constellation, comme une carte. Ah, et en fait, sur le petit livre, donc dans cette passeport, à la fin, il y a des pages vides qui correspondent à ces points vides qui n'avaient pas encore de destination. Donc le livre était connecté à ces pages qui n'avaient pas encore de... Oh, je vais aller vite parce que sinon... Ça, c'est récemment, en fait, j'ai suspendu l'Odyssée d'Homère dans une expérience assez belle pour moi parce que l'été passé, j'ai passé presque 2 mois à Venise dans une résidence d'artiste. En fait, j'ai acheté. En fait, maintenant, ce que je fais régulièrement, j'amène plus de livres, mais je me constitue une petite bibliothèque sur place. Même si je ne comprends pas la langue, ou quand j'étais en Norvège, j'ai fait la même chose. Donc, j'essaie de m'immerger un peu dans le truc. Et je fais des petites bibliothèques donc, que je note, j'en fais des cartographies, etc. Donc, à Venise, j'ai acheté toute une série de livres dans l'Odyssée d'Homère en gréco-romain. Donc les pages, j'ai pas d'image, mais les livres et donc vous avez la version grecque et italienne qui sont collées côte à côte. Et je trouvais ça très beau, cette idée de la civilisation, la naissance de la civilisation européenne, etc., qui est vraiment pris dans ce livre-là. Et je voulais questionner l'idée d'un non-retour d'Ulysse. Bon là, il faudrait parler plus longuement, mais parce qu'en fait, j'ai voulu faire une petite analogie à l'animal, parce que l'unique être qui le reconnaît quand il revient chez lui, c'est un chien, c'est son chien. Et donc là, c'est une collection de plumes que j'ai assez partout dans le monde où je vais. Je collectionne des plumes que je numérote, etc. Donc ça devient des marque-pages du livre. Bon. Donc le livre est suspendu comme ça dans la galerie. Peut-être je vais vous montrer encore ça. J'ai encore 2 minutes ou... Peut-être je vais vous montrer... Non, ça c'est un projet un peu... il y a avril passé, je suis allé sur l'Etna, un peu... Je suis allé sur l'Etna pour faire un film. Et rapidement, le scénario, c'est je voulais filmer un personnage qui serait un peu un philosophe. Qu'est-ce qui pourrait être aujourd'hui un philosophe ou un écrivain contemporain? Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé 10 jours avec En fait, le comédien était mon frère. J'ai passé 10 jours avec lui dehors, on dormait dehors, etc., pour faire l'ascension en plein hiver. En fait, ce que j'ai fait, je l'ai filmé et on avait que lui. Bon, je l'ai filmé lui parce que c'était lui le personnage. Il a un sac à dos et en fait, il n'écrit plus sur des cahiers, donc il avait juste son téléphone portable. Et en fait, j'ai acheté un numéro de téléphone qui est le numéro de téléphone du volcan. Et en fait, pendant les 10 jours, en fait, il envoie des messages au volcan, des SMS au volcan. Et donc, j'ai créé toute une série de poèmes que ce personnage envoie au volcan. Et en fait, quand il est à 3500 mètres sur le volcan, donc il avait une petite bibliothèque sur lui. En fait, il m'est arrivé la même chose que toi. 2 mois après que j'étais sur le volcan, c'est une exposition qui vient terminer aussi à la banque à Béthune, de ce centre d'art qui est au nord de la France. Et en fait, après 2 mois, j'avais déjà commencé à travailler sur les images, j'avais tous mes matériaux, etc. J'avais un petit budget pour acheter du matériel aussi. J'ai acheté une nouvelle caméra et tout. Et un dimanche, en fait, un lundi, je devais aller faire des tests à Béthune. Mais je suis allé ramener un copain à l'aéroport Charles de Gaulle. Et j'avais tous mes matériaux, mon ordinateur, tous mes projets dans la voiture et on m'a braqué la voiture. Donc à partir de là, ça a commencé une quête. Parce que, en fait, je vais aller très vite. Hein, parce que quand il était sur le volcan, en fait, ce que j'ai fait, il avait une perforeuse. À la fin du livre L'expérience intérieure de Georges Bataille, qui est un super livre incroyable, à la fin, il y a 5 petites pages mystérieuses avec 5 poèmes. Donc le personnage, il a découpé ses poèmes en confetti. Et c'est une vidéo où, en fait, où il ouvre très doucement la main et il rend parce qu'en fait, Bataille, il a fait une ascension dans les années 30 avec sa chérie là-bas. Bon, après, ce que j'ai fait, c'est comme j'avais perdu toutes mes archives, toutes mes cartes postales, que j'avais tous les poèmes, en fait, je voulais les graver au laser sur des cartes postales, ce que j'ai fait par après. Mais comme on m'avait tout volé, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé le reste de mon budget pour acheter toutes les cartes
que je trouvais sur Internet encore de gens qui avaient fait le même processus, qui avaient envoyé des cartes postales de l'Etna à des proches, etc. Donc j'ai des cartes postales des années 30, des années 60. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai gravé au feu, donc au laser, sur ces cartes postales, tous les messages que j'avais. Voilà, ça c'est un autre projet un peu fou que j'ai commencé il y a quelques années. En fait, je veux recopier les dernières pages de ma bibliothèque, tous mes livres. Et en fait, je copie juste la dernière page avec le format et l'endroit où la dernière page elle est posée. Donc ça devient des dessins. Ça c'est la façade de la sucrière. Voilà, après il y a plein de projets aussi autour de la... Ouais, on termine. Ouais. Peut-être je vous montre juste l'infini. Ah, ça c'est la déclaration des droits de l'homme en fait que j'ai écrit en fait à la fin du 19e. Comme le papier il était trop cher et les timbres aussi, en fait, il y avait cette technique des lettres croisées. En fait, on commençait à écrire, tu commences à écrire comme ça, en ligne. Quand tu arrivais ici, tu tournais la page. Mais c'était toujours lisible. En fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai voulu pousser ça à bout en prenant la Déclaration des droits de l'homme dans toutes les langues que je pourrais écrire. Donc, j'ai commencé à écrire Déclaration des droits de l'homme et quand j'arrivais en bas, je tournais la page. Et donc, à la fin, ça devient des fils barbelés comme ça. Voilà. Bon, il y a plein de projets. Là, j'ai fait des poèmes pour des fenêtres. Hein. Je vous montre juste l'infini. Voilà. Et en fait, moi, ce que j'ai fait maintenant, c'est que j'ai retiré l'infini, je l'ai donné à Ferronnier et il a fait une copie conforme. Et maintenant, quand je fais des expos individuels, pendant 1 mois, 2 mois, je retire le numéro du centre d'art et je mets ma copie à la place pendant 2 mois. Donc le centre d'art devient l'infini et ça connecte le public au privé, etc. C'est pas l'esperluette du dos qu'on avait tout à l'heure. On est toujours dans les signes un peu typographiques. Merci. Est-ce qu'on peut prendre quelques questions de la salle rapidement sur ce travail qui est vraiment, je trouve aussi extrêmement situé dans le sens où il va à chaque fois s'ancrer un peu dans le territoire où tu es et en même temps rejoindre très souvent une histoire littéraire un peu ou une mythologie personnelle, aussi, oui, universelle aussi, oui. Est-ce que il y a des réactions à ce travail ou aux autres exposés que nous avons vus? Oui, je m'interrogeais sur... tu as dit au début que tu avais, entre autres, suivi un cursus à la NRT. Ouais. Donc un enseignement quand même très très technique autour de la typographie. Comment tu relis ce temps de ton cursus avec ce que tu produis en tant que plasticien? Est-ce qu'il y a encore un lien entre les deux ou c'est plutôt pour toi une strate de culture générale au départ? Non, je pense qu'il y a beaucoup de liens, vraiment. Parce que j'ai fait aussi des typos classiques, des typographies classiques, mais non, je trouve qu'il y a beaucoup de choses. Déjà, la recherche, ce que je trouve intéressant, de lier, parce que créer même une typographie, il y a tout un questionnement sur la recherche que je trouve en art très importante, c'est-à-dire où on pourrait finalement recomposer à l'infini. J'aime beaucoup cette idée de recomposer finalement quand on a plusieurs éléments. Aussi l'idée de la mise en page qui est très importante. Moi je conçois par exemple, même dans mes expositions, où moi j'aime beaucoup partir de l'in situ parce que je conçois l'espace comme une partie intégrante comme si on n'avait pas une page vide, mais on a déjà un contexte. Et ça vient vraiment de la... je pense que ça vient de ce cursus-là aussi, c'est comment donner aussi l'emplacement que les choses méritent ou demandent, ou vraiment trouver le sens pour moi qui est vraiment justifié. Par exemple, par rapport à une auteure, par rapport à... Là, on n'a pas parlé beaucoup des choses, mais par exemple, chez moi, il y a toujours cette idée aussi des échelles qui doivent correspondre à quelque chose. Donc, il y a toujours ce rapport quand même de
de tension entre des éléments. Et ça, je pense que c'est très important. Par exemple, le rapport entre le plein et le vide, le rapport entre... je pense beaucoup quand même à la typographie, au graphisme. Pas au graphisme en tant qu'esthétique, mais vraiment en tant que force, presque, j'allais dire, de pouvoir, parce que parce que si je fais ça, par exemple, ça c'est ce que je veux dire par là, c'est qu'en faisant ça, c'est presque de la composition, puisque cette chose-là, elle gagne de la présence. Et ça, on fait beaucoup. Je veux dire, quand on fait du graphisme ou de la typographie, c'est important, une ligne, un vide, ou même même la scénographie aussi. Je ne sais pas, c'est de donner de l'importance aux choses et de sortir de la... Je trouve que ce qui est très orienté typographie et analyse de la mise en page, c'est ce catalogue pour Luxembourg, pour le Budam, non? Oui. Là où on sépare la question de la grille, enfin de la trame, et de la question du contenu, quoi. Peut-être. Oui, et après ça, et après c'est aussi de sortir oui, de sortir un peu des zones de confort en fait, d'être dans l'incertitude, de dire est-ce qu'une grille peut être autre chose qu'une grille. Puis la grille moderniste bien utilisée. Oui. Mais est-ce que utiliser Aragon et d'autres auteurs très anciens, c'est pas une zone de confort? Non, parce que je sais pas, non, oui, je sais pas. Mais en tout cas, moi, j'ai pas vécu à leur époque, donc moi, en le lisant, c'est contemporain pour moi. Donc moi, si je m'intéresse à ces gens-là, je suis aussi très critique. Hein. Je n'utilise pas tous les... Donc, par exemple, dans ce roman-là, je l'ai utilisé, ce livre-là, je l'ai utilisé parce que je trouve qu'il est vraiment, encore aujourd'hui, il a une forme de intransigeance. Mais Homère aussi. Oui, aussi. Bon. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer, dans un travail aussi novateur, d'aller chercher des auteurs contemporains que personne ne connaît? Ah oui, c'est là où j'entends une zone de confort. Parce que là, pour un artiste contemporain, ça devient un vrai inconfort. Bien sûr. Hein? Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Mais il n'y a pas que la génération qui va créer le confort ou l'inconfort. Hein. Je pense que la complexité peut être à toutes les époques. Oui, oui. Non, mais... me semble-t-il. Je provoque. Non, mais c'est clair. Non, mais ce qui est intéressant, c'est aujourd'hui... Par exemple, moi, j'aurais plein de choses à dire sur Ulysse. Oui, bien sûr. Plein de choses. Parce qu'aujourd'hui, je trouve que, par exemple, il suffit que de regarder la... Mais il y a la traduction de Le Comte de Lille, d'Homère, qui est la meilleure. Ah, oui. Donc c'est celle-là qu'il faut reprendre. Oui, il faut reprendre quelque chose où tu sens concerné. Oui. Bon, non, mais j'entends bien. Non, mais je suis pour l'innovation. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Moi, peut-être pas. C'est une belle question. Je ne sais pas s'il faut innover, en fait. C'est vrai. C'est une question que je me pose tout le temps. Je me pose tout le temps, c'est quoi une innovation? C'est intéressant comme question. Mais oui, mais tu vois, moi j'ai utilisé le parmesan. C'est pas drôle. Mais c'est bon. Je suis désolée de vous abandonner, mais oui, je suis obligée vraiment. Voilà, le débat va continuer, je suis certaine. Oui, s'il y a d'autres questions. Oui, donc moi j'ai une question. Moi, j'ai un peu tendance à vous classer parmi les artistes du post-livre. Parce qu'il y a une dimension un petit peu destructrice dans certaines de vos œuvres, pas toutes. Hein. C'est encore plus perturbant quand on comprend que vous venez dans une certaine mesure de ce monde. Mais j'ai une question qui n'a rien à voir avec ce commentaire, qui m'appartient et que j'assume. On voit bien votre positionnement et votre lien avec la bibliothèque, au sens de la bibliothèque personnelle, la bibliothèque dont parle Benjamin, dont je range ma bibliothèque. Mais est-ce que vous avez est-ce que les bibliothèques comme institution, est-ce que les bibliothèques patrimoniales vous inspirent quelque chose? Est-ce que vous avez travaillé sur ce thème-là? J'ai pas directement. Je suis très curieux quand je vais dans par exemple, je suis allé visiter cette bibliothèque incroyable à Coimbra au Portugal, par exemple, des endroits qui sont... Je trouve que c'est des endroits qui me fascinent et qui ont tout un... dans lesquels je pourrais travailler. Mais je trouve que elles m'intéressent si je peux les réactiver.
si elles peuvent venir vivantes. Je ne sais pas comment expliquer ça. C'est comme une sorte de... oui, en fait... Vous avez réactivé la bibliothèque. J'ai réactivé. J'ai le plaisir de te dire que j'ai exposé ma collection de panoramas à Sintra. Ah, super. Et j'avais tellement de boulot que j'ai pas été. Je le regrette amèrement. Parce que c'est une très belle bibliothèque. Mais il y a une autre bibliothèque merveilleuse qui est à Prague, qui est fabuleuse, une bibliothèque d'un monastère, je crois, dans le Haut-de-Prague. Et puis j'ai fait mes études dans une petite bibliothèque parisienne qui s'appelle la bibliothèque Mazarine. Mais à l'époque, on pouvait y aller facilement. Non, mais ça m'intéresse parce que, par exemple, mais je serais plutôt intéressé par cartographier d'autres choses qui ne sont pas directement visibles. Par exemple, là, j'ai commencé à cartographier depuis des années, à dessiner toutes les dernières pages des livres de ma bibliothèque. Je pourrais, imaginons que je suis invité dans une bibliothèque avec un certain patrimoine, c'est des choses que j'aimerais faire comme ça, révéler des choses qui sont, ou de commencer des nouvelles histoires, et comment on pourrait, par rapport à ces bibliothèques, leur rendre presque un sens invisible qui est là, mais comment on révèle ça? Comment on peut révéler ça m'intéresserait vraiment. Là, par exemple, ce que je suis en train de faire, c'est que je me suis dit, quand on m'a tout volé aussi, je me suis dit, je vais tout donner au monde de l'art. Là, je n'ai pas trop montré, mais en fait, tous les objets que j'avais, j'ai fait des assemblages de méditation. Et là, je vais faire une exposition en juin à la Fonderie Darling à Montréal. C'est un grand espace, 1000 mètres carrés comme ça. Et je me disais, ce que j'ai encore, c'est ces livres que le personnage avait dans le sac, ils ne m'ont pas volé. Donc ce que je suis en train de faire, je suis en train de leur donner une seconde vie en les faisant disparaître comme des fantômes. Bon, je vais pas... Mais en tout cas, c'est toujours un questionnement, comment tu peux transformer des livres en autre chose. Alors moi je vais te donner une indication. Tu peux aller au Qatar, à Doha, et voir les hangars de l'armée américaine qui sont pleins de trucs patrimoniaux européens et qui sont là à 45 degrés à l'ombre. Là tu peux aller faire un travail très intéressant sur la nouvelle façon de collecter. Voilà. Mais si tu veux, on ira ensemble. Ah, j'aimerais beaucoup, vraiment. Oui, je demande à François, est-ce que cette notion d'activation justement de l'œuvre, une fois que la reliure est finie, est-ce que le rapport entre le collectionneur privé ou le public, pour reprendre ce que dit Olivier Bosc? Il faut être très clair, c'est que le livre n'a d'existence, la reliure n'a d'existence que quand le bibliophile daigne bien prêter le livre lors d'exposition, ou alors daigne bien montrer son livre à des personnes qu'il juge lui-même capables de comprendre ou d'apprécier. Mais autrement, il est vrai que la reliure est encore... il faut dire aussi que il y a des matériaux, la majorité des matériaux sont quand même sensibles à la lumière. C'est un gros problème, ça. C'est-à-dire que on y va un thème bateau. L'art doit-il être pérenne? Parce que c'est vrai que on nous est tous arrivé de se rendre compte que certaines couleurs passent au soleil si on ne met pas le livre dans une bibliothèque à l'ombre, quoi. Et la lumière, elle n'existe que quand on, de temps en temps, et parfois même il les change de place. C'est un vrai problème, c'est vrai, ça enferme. Heureusement qu'il y a des bibliophiles qui prêtent leurs livres, parce qu'il y a encore toute une tranche de bibliophiles qui, une fois le livre est dans sa bibliothèque, il ne va plus revoir. Ça, c'est un vrai problème, c'est vrai. Je ne sais que faire, sinon qu'on n'a pas encore trouvé des matériaux qui ne se dégradaient pas. Et de fait, c'est difficile de... Je vais être très matériel là pour le coup, d'avoir des prix quand même importants
Et le bibliophile ne voudra pas se voir son livre se détériorer à cause de la lumière et tout. C'est pareil, l'amateur d'estampes, c'est pareil. Les estampes du vrai amateur d'estampes, elles sont pas au mur, elles sont dans des cartons, malheureusement je dirais, mais elles sont dans des cartons. Je connais de très grands collectionneurs d'estampes, c'est pas au mur qu'elles sont. Ou alors il n'y a pas de fenêtre dans la pièce, mais c'est ça qui est terrible. Parce qu'on sait très bien que à la prise de lumière d'une estampe, ça prend, c'est grave quoi. Il a pris 50% de sa cote en dessous quoi. Faut pas avoir peur de parler d'argent non plus. C'est vrai que voilà. Je dois vous avouer que je me sens bien dans tous ces problèmes-là. Je serais super heureux que les matériaux ne dépérissent pas et que la lumière ne soit pas un embêtement. Non, mais ça marche, ouais. Voilà, alors là, devant la bouche, ça marche. Bon, alors, moi j'ai été à la au musée de Reims, par exemple. Ah oui, à la Carnegie, par exemple. Il y a des estampes de Holbein, de Cranach, voilà, qui faisaient partie de la collection de Holbein. Donc je me suis déplacé pour aller revoir ça, que je connais depuis longtemps. Et puis non, elles ont été restaurées, elles sont à l'abri, on n'y touchera plus jamais. Bon, je pense que maintenant une copie laser en couleur de bonne qualité peut apporter au pauvre public que je suis le sentiment de revoir ça. Voilà. Alors moi je vais conclure parce que je vais vous montrer un livre que je suis en train de sortir, je ne pensais pas le montrer, mais et c'est un livre qui est recto verso. Alors je ne sais pas si ça existe, mais je m'adresse à des spécialistes, c'est recto verso. C'est-à-dire que de ce côté-ci, vous l'ouvrez et vous avez les négatifs, et donc vous êtes content, mais vous le retournez, et de l'autre côté, vous avez les positifs. Voilà, c'est tout simple. Je suis très heureux d'avoir fait ça. Merci de votre attention. Il y a d'autres questions dans la salle? Marco? Non. On se passe les micros. Ah oui, il y a 3 fixes plus 2 mobiles, il devrait arriver. Est-ce que l'une ou l'autre d'entre vous a encore une question, pas d'interrogation, surtout ces mystères, parce que chacun qui a dans sa technique a de quoi expliquer bien des choses qui paraissent simples mais qui ne sont pas nécessairement. Écoutez, dans ce cas, alors, je vais vous remercier parce qu'effectivement, Françoise Nonardoni s'est excusée. Elle avait accepté de venir présider cette table ronde, mais elle avait des contraintes. Et je vous prie de l'excuser, mais elle a respecté ses engagements antérieurs. Donc je remercie mes amis et invités d'avoir présenté leurs travaux qui sont très différents quant aux résultats produits, mais dont on voit qu'ils ont quand même énormément de points de jonction sur la durée, la dilatation de l'espace, sur le travail des uns des autres, y compris pour Marco sur la typographie, dont on a vu qu'elle était, pour boucler, pour faire un grand 8, comme ça sur l'infini, on revient à la reliure de François, et avec les anneaux de Moebius de Joachim. Donc, pour ma part, je ferai bien une discussion infinie, mais d'autres contraintes vont nous importer. Est-ce que, Xavier, vous acceptez de faire votre numéro maintenant, en live, encore plus? C'est-à-dire qu'après des présentations des auteurs, on a la performance. C'est une... Merci beaucoup. Merci. Alors, on fait